Je vais parler de choses qui concernent notamment, alors je vais reprendre les fondamentaux, mais l'idée c'est d'évoquer la façon dont les structures économiques et capitalistiques, si vous voulez, en France et en Europe ont de bonnes chances d'évoluer, et comment la guerre qui commence va transformer tout cet appareil-là, qu'est-ce qui s'est déjà amorcé et qu'est-ce que ça donnera ensuite. Je remercie Jérôme de m'avoir servi de sparring partner notamment, et Lucien pour préparer le fondement de tout ça. Alors la question d'abord, c'est de rappeler où en est historiquement la France. Alors je vais pas vous faire l'insulte de reprendre tous les détails. Simplement, après la troisième itération de révolution nationale que nous avons connue à partir de 1940 et surtout 1945, il y a eu l'impérialisme revanchard gaullien qui nous a laissé avec un régime qui a vieilli. Et un régime qui vieillit, c'est un régime qui devient un régime d'impérialiste revanchard qui vieillit, c'est un régime qui redevient un nouvel ancien régime dans lequel nous sommes aujourd'hui et depuis. Pourquoi il a vieilli? Notamment, justement on en parlait hier, parce que en réalité, je pense que la principale raison qui a fait ça, c'est que le gaullisme n'a pas été vaincu et n'a pas été discrédité. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles le général de Gaulle a quitté le pouvoir n'étaient pas une condition de faiblesse, et c'est ce qui explique que juste derrière, en fait, celui qui a repris la main, c'était Pompidou, qui était en fait le deuxième représentant du gaullisme, d'une certaine manière, derrière le général de Gaulle et de ses années de pouvoir. Mais en réalité, ça aurait pu, d'une certaine manière, ne pas arriver. Si le général de Gaulle avait été viré par mai 68, par exemple, on aurait eu véritablement quelque chose qui aurait ressemblé aux journées de juillet 1830 ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le jargon historique une glorieuse révolution, et donc la bascule vers un régime parlementaire immédiat. C'est pas ce qui s'est passé. De Gaulle est parti quand il a voulu, et d'une certaine manière, il a eu le résultat qu'il voulait, c'est-à-dire de maintenir en place ce qu'il avait créé, alors que si vous y réfléchissez, s'il était parti en 68, on aurait eu en fait 6 ans véritablement de régime gaulien entre 62 et 68, 10 si vous rajoutez l'équivalent du consulat, si vous voulez, entre 58 et 62, mais ça aurait été une trajectoire classique. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, et donc on se retrouve dans une situation dans laquelle la France est donc bloquée dans son nouvel ancien régime. Mais en général, quand vous avez un ancien régime, vous le savez, ça dure 40-45 ans. C'est l'Empire allemand entre 1870 et 1914, puis 18 surtout, le moment où il s'effondre. C'est l'Empire soviétique entre 1945 et 1991. Je pourrais multiplier les exemples, c'est toujours une cinquantaine d'années au bout de laquelle ça s'effondre. Et c'est pas ce qu'on voit en France, puisque on commence à être un petit peu, à avoir nettement dépassé les 40 ans après, et ça ne s'est toujours pas effondré. Alors, la première question à laquelle il faut essayer de donner une petite réponse historique quand même, pour pas que l'analyse en soi de la situation française aujourd'hui soit trop discutée. L'explication la meilleure qu'on peut trouver à ça, c'est en fait à trouver dans l'autre cas dans lequel l'ancien régime a duré plus longtemps par rapport à ce qui peut être considéré comme sa fondation, qui en même temps est le cas le plus connu de révolution, c'est la Révolution française. Parce que la Révolution française est arrivée 75 ans après ce qui est, on peut dire, la fondation véritablement de l'ancien régime, c'est-à-dire la fin du règne de Louis XIV, que vous preniez la fin de la guerre de succession d'Espagne, puisque c'est le dernier grand conflit qui permet d'établir la France telle qu'elle demeure ensuite pendant tout le XVIIIe siècle, ou que vous preniez la mort de Louis XIV lui-même, c'est 1713 ou 1715, ça change pas grand-chose. Mais ensuite, vous savez très bien que donc ça met 75 ans à s'effondrer. Pourquoi ça met 75 ans et pas 45 ans? Ça aurait pu mettre 45 ans, puisque vous savez que l'ancien régime perd sa guerre, qui devrait être l'équivalent de la Première Guerre mondiale pour l'Allemagne, en 1763, c'est-à-dire au terme de la guerre de 7 ans. Sauf que ça s'effondre pas à ce moment-là, ça s'effondre 20 ans plus tard. Alors pourquoi? Vraisemblablement parce que les deux conditions traditionnelles, vous savez, de déclenchement de la Révolution nationale, c'est-à-dire discrédit du régime et ruine financière, n'étaient pas présentes. Alors il y avait un discrédit du régime qui était partiel, notamment à la suite de la défaite de Rosbach, qui a été une grande humiliation, mais
il n'y a pas eu d'amputation du territoire, comme ça peut être le cas pour l'URSS ou pour l'Allemagne 1919, ce qui fait que la population française n'a sans doute pas vécu l'humiliation dans sa chair de la même manière. C'est-à-dire qu'on a perdu toutes les colonies, pour l'essentiel, mais donc toute l'Inde et une bonne partie des Amériques, sauf les Antilles. Et donc forcément, ça a été une humiliation plus théorique qu'autre chose pour une grande partie de la population. Si on avait perdu les dernières conquêtes de Louis XIV, c'est-à-dire l'espace en Alsace-Lorraine, là, ça aurait été sans doute plus choquant, et sans doute qu'on aurait une révolution française qui aurait débuté dans les années 1760. Ça n'a pas été le cas. Et l'autre raison, qui vient aussi de la façon dont la guerre s'est terminée, c'est que comme on a conservé les colonies sucrières des Antilles, ça n'a pas porté le coût financier à l'État royal que porte d'habitude la guerre. Donc il n'y a pas eu vraiment la ruine non plus. Et pour que ces critères-là arrivent dans les années 1780, il faut attendre une vingtaine d'années. Et même le début du revanchisme français et de ses premiers coups, puisque la participation à la guerre d'indépendance américaine, c'est déjà une expression du revanchisme français sur les Britanniques. Je vais pas t'entrer trop dans les détails pour pas que la conférence dure 3 heures, mais voilà, vous rappellerez que c'est à cause de ça, donc qu'il y a eu un retrait, c'est-à-dire tout simplement que les deux conditions qui amènent la chute du régime n'étaient pas tout à fait réunies. Donc on revient aujourd'hui à ce qui se passe en France, et forcément, si vous allez 40 ans après la chute, après le départ du général de Gaulle, et donc finalement ce qui peut être retenu comme la date de fondation de l'Ancien Régime, prenez 1970, ça fait un chiffre rond, ça nous amène en 2010. En 2010, il n'y avait pas eu véritablement d'humiliation nationale extérieure. On pouvait estimer que le régime était discrédité par certaines de ses difficultés, mais c'était pas encore tout à fait le cas. Et il n'y avait pas la ruine financière non plus, sauf qu'elle était en train de pointer le bout de son nez, puisque vous savez, j'en ai parlé récemment sur la chaîne. La situation de ruine dans laquelle on est en train de se trouver aujourd'hui, avec les intérêts, la charge des intérêts de la dette qui explose et le déficit qui commence à taquiner les 7%, c'était la situation qu'on avait déjà en 2010. Et ça risquait de nous amener à la nécessité de revoir l'appareil d'État, de revoir les dépenses sociales, etc. Comme la question est en train de se poser, mais ça n'a pas éclaté. Si ça n'a pas été fait, c'est parce qu'on a eu l'équivalent de nos colonies sucrières, pour le coup, ça a été la BCE. La BCE qui est intervenue de l'extérieur et qui nous a aidé à financer les taux zéro, vous savez très bien. On a renouvelé toute notre dette et on a gagné 10 ans comme ça. Et donc maintenant que ces 10 ans sont passés, on se retrouve financièrement depuis un an à peu près dans l'état dans lequel on était en 2010. Mais donc vous voyez que c'est un petit peu le même effet, et donc la ruine financière arrive, donc la révolution doit arriver. Et à côté de ça, il y a également eu déjà des éléments de discrédit du régime extrêmement importants. Il y a eu bien sûr le Covid qui nous a humiliés sur la question de ce qui était un des piliers du régime, c'est-à-dire la sécurité sociale, et notamment le système de soins, que le monde entier nous enviait. On se moquait des Italiens au début du Covid, alors que Milan était mieux desservi que la plupart du territoire français en matière de soins. Donc il y a eu ça, mais on s'approche aussi probablement de risques déconvenus militaires à l'échelle française, mais aussi à l'échelle européenne, avec ce qui se passe en Ukraine. Alors il faut aussi dire, donc on est déjà en limite de révolution, et comme vous le savez, il y a des choses qui ont commencé à se passer. Première motion de censure en 60 ans. On voit des choses qui sont des choses qu'on voit traditionnellement dans les révolutions nationales, c'est-à-dire qu'actuellement, depuis un an, depuis les dernières législatives, donc vous avez une multiplication des commissions d'enquête parlementaire, et le système de multiplication des commissions, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu apparaître avec l'apparition de l'Assemblée nationale en 1789, c'est-à-dire tout de suite, vous avez des groupes de députés qui veulent s'occuper d'absolument tout, mais ils ont tous leur marotte, et donc ils font des commissions sur absolument tout pour aller voir comment ça se passe, pour réfléchir ce qu'il faudrait changer, etc. Donc cette multiplication des commissions parlementaires, très intéressant, elle est faite grâce notamment en s'appuyant sur la réforme constitutionnelle qui avait été faite en 2008. Et vous voyez, 2008, on était déjà en bordure c'est un peu l'effet Gorbatchev de Sarkozy, qui avait commencé à mettre en place des choses qui auraient dû permettre de désintégrer la Ve République si les difficultés budgétaires s'étaient posées à ce moment-là, mais comme elles ne se sont pas posées, c'est aujourd'hui qu'on commence à voir ces effets-là. Sans doute qu'il y en aura d'autres aussi sur le système législatif. Il risque d'y avoir de plus en plus de bras de fer, je pense, entre le Parlement et le Conseil constitutionnel, notamment peut-être sur la question des ZFE, puisque vous savez que le gouvernement envisage d'utiliser le Conseil constitutionnel pour refaire passer les ZFE. Donc probablement qu'on va avoir ces clashs entre l'exécutif et le Parlement qui vont se multiplier dans les semaines qui viennent.
et dans les mois qui viennent. Donc vous voyez que un certain nombre d'éléments d'entrée dans la Révolution nationale sont déjà là, mais encore une fois, entre 1789 et 1792, il y a du temps qui passe. Pareil en Espagne entre 1931 et 1935-36. Donc faut pas s'étonner si on a l'impression, mais je laisserai ça à la discussion suivante, si pour l'instant il y a rien. Mais donc il y a déjà des choses. Les signaux faibles s'accumulent. À côté de ça, vous savez, j'en parle souvent, que l'Union européenne elle-même arrive en limite de fin de son absolutisme. On n'y est pas tout à fait, parce que je vous parlais de ce délai de 40 ans, normalement 40-45 ans après la fondation. Si on parle de l'absolutisme de la Commission européenne, ça naît à partir, alors soit vous pouvez dater ça de la chute de l'URSS qui permet l'expansion allemande et donc le basculement du centre de gravité européen vers l'Allemagne avec l'annexion en 1989-90 de l'Allemagne de l'Est, soit vous prenez le traité de Maastricht, mais enfin vous voyez on est dans une phase de 4-5 ans, c'est plutôt ça la fondation, et donc là on n'est pas encore, vous voyez on est 30 ans plus tard, 35 ans plus tard, mais on est encore un peu en avance sur le calendrier. Donc je pense que ça explique beaucoup de choses qui font qu'on commence à voir des tensions qui apparaissent entre le Parlement et la Commission. Vous avez Michel Barnier dernièrement qui est quand même un type, un insider qui dénonce le côté je sais plus quel terme qu'il a employé, autoritaire, je crois, de la commission de Madame von der Leyen. Donc, ça avance, mais sur la construction, et je pense la pensée là-dedans, sur l'agitation, on n'est pas encore à ce niveau-là. Cependant, c'est à l'échelle européenne que ça va se jouer, et donc la question de ce qui se passe à l'intérieur des États joue aussi, et vous savez, je fais souvent le parallèle avec ce qui est arrivé à l'Empire allemand en 1918. Vous aviez des révolutions nationales dans des révolutions nationales, c'est-à-dire vous avez eu la révolution nationale bavaroise, qui est un peu qui donne le signal de départ, l'étincelle qui fait lancer la révolution nationale au niveau supérieur, et donc il n'est pas du tout impossible que, et je pense d'ailleurs que c'est ce qui arrivera, que la façon dont les choses vont empirer et se déclencher en France, peut-être accéléreront ce qui se passera à l'échelle européenne, d'autant plus que, encore une fois, à l'échelle européenne, c'est comme à l'échelle française, il faut la question de la ruine et du discrédit du régime, et il est très probable que les mêmes causes s'appliquent dans les deux sens. C'est-à-dire que la ruine française risque en grande partie d'être une ruine pour l'Union européenne aussi, surtout dans une situation où l'Allemagne est affaiblie économiquement, et de l'autre côté, la guerre en Ukraine, qui risque d'amener des déconvenues pour la France, le fera pour l'ensemble de l'Union européenne, parce qu'il y a quand même un côté guerre d'expansion. Alors je vais pas donner crédit à l'idée que la Russie était menacée par une guerre qui a été voulue par l'Union européenne, mais on sait que une des causes de la guerre, c'est la sphère d'influence en Ukraine, et que l'Union européenne a l'intention, voilà, ça peut être l'extension de trop qui amène assez clairement. Donc une confrontation qui tournerait mal pour l'Europe à cet endroit-là aurait typiquement les effets qu'a pu avoir les difficultés dans la guerre de 14 pour l'Allemagne, et donc précipiter l'effondrement du régime. Donc ça, c'est vraisemblablement ce qui va se passer. Vous savez ce que j'en pense sur la suite. Il devrait y avoir une révolution européenne, donc emboîtée avec la révolution française, peut-être quelque chose du même genre en Allemagne. Il n'est pas impossible qu'il y en ait une qui nous guette en Angleterre, mais enfin j'en parlerai pas aujourd'hui, je pense, peut-être dans les questions. Donc on aura un après, forcément, avec une structure européenne qui va probablement évoluer, à voir encore une fois si ça sera découpé en morceaux parce que les États-Unis voudront pas un truc uni, ou bien si au contraire ça sera quelque chose, un bloc unifié. La question c'est un petit peu de savoir quelle sera la place de la France là-dedans, et je pense que la France aura une place très importante, et aussi et surtout, et c'est là-dessus que je voulais parler, se rendre compte de l'effet accélérateur que pourrait avoir la guerre sur les grandes transformations qui sont en train de se faire. C'est-à-dire que l'idée qu'on a eue, c'est de parler surtout d'infrastructure aujourd'hui, infrastructure au sens marxiste. C'est-à-dire, je vous parle souvent de la superstructure, de la façon dont ça se change. J'avais fait quelques émissions sur le fait que la révolution, ça va bien au-delà des questions institutionnelles, c'est une question de renversement, de circulation accélérée des élites pendant un bref temps qui donne l'impression d'un renouvellement, et c'est aussi un changement des structures économique du pays, c'est-à-dire l'infrastructure économique du régime. Bon, donc il faut se rappeler quelle est l'infrastructure économique du régime de la Ve République. C'est ce que j'appelle souvent le consuméro-immigrationnisme. C'est-à-dire, c'est à la Ve République ce que la colonisation était pour la Troisième République. Et
c'est en repensant à ça que j'ai trouvé l'idée dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est justement le fait que le grand renouvellement des élites et le changement de système économique représente également en réalité le changement d'un système capitaliste par un autre système capitaliste, ou d'une économie, si vous voulez, de certains, dans lequel le haut du pavé est tenu par certains secteurs de l'économie, par d'autres. Je vous donne un exemple très simple. On va repartir justement de la façon dont s'est fait la transition du régime infrastructurel, on va dire, de la Troisième République, le régime colonial, vers le régime de la Cinquième République. Le régime colonial, il s'est mis en place à la fin du 19e siècle, et ensuite il s'est beaucoup développé, surtout pendant le début du 20e siècle, parce que, à la fin du 19e siècle, vous avez la Grande Dépression, la première Grande Dépression, qui dure très longtemps, et qui en fait représente le moment où vous commencez à avoir une baisse dans le taux de profit, en fait, de la grande industrie qui avait fait l'industrialisation du 19e siècle. C'est-à-dire, le chemin de fer, l'industrie lourde, ce genre de choses. Et les colonies sont vues comme un moyen de maintenir, si vous voulez, en la subventionnant d'une certaine manière, ces industries, parce que, s'il fallait aller construire des chemins de fer en Afrique, en Algérie, etc., ou des routes, c'était les compagnies métropolitaines qui allaient faire ça, et qui allait faire ça avec l'argent des impôts des Français. Pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, vous aviez un système de transfert de richesse qui permettait, via l'État, de subventionner l'activité des entreprises et des entreprises capitalistes qui avaient besoin de maintenir, en gros, leur taux de profit et de croissance. Et c'est ça qui met en place l'infrastructure de la Troisième République. Et c'est ce qu'explique bien Jacques Marseille dans ce qu'il explique sur le régime colonial et l'intérêt du régime colonial. C'est qu'il explique qu'il y a un intérêt économique du régime colonial pour une partie des Français et pour certains milieux d'affaires, mais que globalement au pays ça a coûté parce qu'il y a toute une partie de la population qui n'a pas bénéficié directement. Et donc ça implique justement qu'il y ait un certain système ou une partie on va dire, du capital qui soit proche du pouvoir pour obtenir ce genre de faveurs et de politiques qui lui sont favorables. Et ce qui va caractériser le passage d'un régime à un autre, c'est que ce bloc, on va dire, économique central, va changer. Et il va être remplacé par un autre qui est plus dynamique. Et c'est typiquement ce qu'on voit au tournant des années 50-60, et c'est expliqué bien Jacques Marseille, c'est-à-dire que vous avez la montée en puissance d'une nouvelle économie, et cette nouvelle économie, ça va être les grosses entreprises de bâtiments pour la construction, parce qu'on a une urbanisation qui s'accélère pendant le XXe siècle, donc il faut loger les gens, et donc ça fait apparaître de très très grosses entreprises de travaux publics. Vous avez l'apparition du secteur de la grande distribution qui n'existait pas et qui se met à apparaître aussi. Et donc vous avez tout un nouveau système qui se met en place, des entreprises capitalistes qui, elles, ont des taux de profit très importants parce qu'elles sont en pleine croissance et elles sont en train d'apparaître. Et elles commencent à supplanter, notamment dans l'influence à l'échelle de l'État, ceux qui étaient justement les autres entreprises vieillissantes et qui sont plus aussi dynamiques et qui comptaient sur le maintien du système colonial finalement pour fonctionner. Et une des choses qu'explique Jacques Marseille, c'est qu'il y a ce phénomène domiciliés localement, hein, avec la construction du réseau électrique, les centrales nucléaires, etc. Donc tout ça, c'est également local, c'est pas en direction de l'extérieur. Et donc c'est comme ça que la bascule s'est faite la dernière fois. Et ce que je pense, c'est que donc ensuite, ces entreprises-là, qui ont cherché à mettre en place l'économie à l'intérieur, elles ont commencé à subir à la fin des 30 Glorieuses, c'est leur moment d'expansion, les 30 Glorieuses. En sortant des 30 Glorieuses, vous avez le premier choc pétrolier, et vous avez la même chose qui s'est passée à la fin du 19e siècle avec l'apparition de la Grande Dépression, c'est-à-dire vous avez également une baisse du taux de profit, c'est-à-dire la croissance, le marché commence à être saturé. Pour les équipements de consommation, ça devient, une fois que vous avez vendu 2 téléviseurs, ça devient difficile d'en vendre un 3e, un 4e à la même personne. Pareil pour les frigos, etc.
Et en plus, on arrive dans un système dans lequel la relance keynésienne ne fonctionne pas, parce que si vous donnez de l'argent aux gens en plus, ils ne vont pas le consommer, justement. C'est-à-dire, ils vont le commencer à l'épargner. Alors, c'est pas ce que vous voulez qu'ils fassent. Donc, si vous voulez qu'ils dépensent cet argent et nourrir surtout les taux de profit des nouveaux du nouveau noyau capitalistique, il vous faut des nouveaux consommateurs. Donc les nouveaux consommateurs, typiquement, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'a rien ici, à qui on va donner l'argent qu'on ne donne plus au local et avec lequel il va consommer justement pour nourrir la machine. Et c'est comme ça. Et c'est d'ailleurs des types, pour avoir eu écho de discussions avec des gens à Bercy, très clairement à Bercy, ils voient l'immigré comme un consommateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir consommer, avant de le voir comme un producteur. Donc c'est pas du tout un effet de bord du truc, c'est au cœur du système. C'est-à-dire il faut nourrir la machine avec des consommateurs, de l'argent pour les faire consommer, il y en aura toujours. Il y a celui que les Français risqueraient d'épargner et qui ne serait pas consommé, et donc ça c'est dramatique, donc il faut qu'il soit consommé, donc il vaut mieux leur prendre par l'impôt et le donner à des gens qui le consommeront, afin de continuer à faire tourner la machine. Et puis au pire, on peut aussi emprunter de l'argent pour nourrir la consommation, et avec l'idée, vous avez toute la théorie du multiplicateur keynésien qui vient justifier le fait que vous pouvez emprunter pour faire consommer, parce qu'à la fin vous y gagnerez, ce qui est un raisonnement très limité, on le sait, mais c'est comme ça, en tout cas, que le système s'auto-justifie. Et donc à partir du moment où vous avez donc un système qui est basé sur le BTP, sur la consommation, de la grande distribution, etc., ce qu'il vous faut, c'est des gens qu'il faudra loger et des gens qu'il faudra récupérer en biens de consommation qui nourriront toute cette machine-là. Et donc l'immigration, typiquement, ça marche avec ça. Le regroupement familial, c'est encore mieux, parce que si vous faites venir que des gens qui travaillent, ils risquent de travailler, d'économiser et d'envoyer l'argent à leur famille là où elle est. S'ils font venir leur famille, naturellement, ils vont tout consommer ici, donc c'est parfait. Et donc c'est ce système-là. Et donc c'est pour ça que je vous dis, l'infrastructure économique de la Ve République, c'est cette espèce de colonisation inversée, c'est-à-dire que il s'agit toujours d'aller prendre l'argent de la population dans son ensemble pour favoriser le secteur qu'on peut considérer étant comme au cœur politique du système, quoi. C'est vraiment le fondement, la clé de voûte du système économique. Alors pourquoi tout ça est très intéressant? Parce que je pense qu'on est en train de connaître une bascule là-dessus aussi. C'est-à-dire ce système va vraisemblablement changer. Il est déjà défié par des nouveaux modes de production et distribution, typiquement Amazon ou ce genre de circuit-là, à petite échelle, mais bon, que ce soit pour le circuit culturel, mais aussi pour la consommation, même pour la livraison de courses, maintenant de plus en plus, et de moins en moins de gens qui vont faire leurs courses, de plus en plus de gens qui se font livrer leurs courses, et de moins en moins cher, etc. Donc déjà, au plan des outils, il y a des choses qui sont apparues pour faire cette transition. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce genre de transition est soumise à des sentiers de dépendance très importants. C'est-à-dire que culturellement, on est malgré tout habitué à des modes de consommation de telle ou telle manière. Et ce qui est intéressant, c'est que la guerre et le bouleversement politique peut avoir un effet catalysant, c'est-à-dire qu'il fait accélérer en détruisant de force un système de santé dépendance et en forçant finalement la transition là où on n'était pas forcément prêt. Et et ça c'est quand même un point très important dont il faut se rendre compte, c'est une idée importante, la guerre c'est révolutionnaire par nature. C'est-à-dire que la guerre et la révolution en fait c'est pareil. Quand vous avez une guerre en général en tour de puissance, c'est une lutte pour modifier l'équilibre du pouvoir. Et vous avez un équilibre du pouvoir après les très grandes guerres qui sont l'équivalent d'une révolution à l'échelle internationale. Vous avez, si vous prenez la Seconde Guerre mondiale, vous aviez l'ancien leader mondial, c'était l'Empire britannique. Vous avez l'Allemagne qui les a challengés. Et finalement, le nouveau leader mondial, c'était les États-Unis. Vous voyez, il y a une transition, il y a un changement de pouvoir. Sur les infrastructures, on va dire, c'était déjà les États-Unis qui avaient pris le lead avant la guerre. Mais la transition politique, la concrétisation politique de ça, elle se fait à l'issue d'une guerre. Donc c'est pour ça que les guerres ont des effets très importants comme ça. Mais elles ont aussi d'autres effets. Elles ont des effets économiques parce que en période de guerre, vous avez forcément de la forte contraction économique sur certains secteurs, de l'amplification sur d'autres, et tout ceci ensuite pousse à une recomposition. Pourquoi? Parce que qui dit guerre dit économie de guerre, donc ça c'est une première transition qui va vous amener de votre économie civile à une économie de guerre, et ensuite vous avez un retour à l'économie civile derrière. Et ce qui est très intéressant, c'est d'observer comment la transition vers l'économie de guerre peut en fait favoriser cette transition de modèle. Et c'est le genre de choses qu'on a essayé d'imaginer. Et par exemple, pour vous donner un exemple du genre de choses qu'à mon avis on va voir. Vous avez une entreprise comme Renault. Là aussi, on est un peu sur le modèle traditionnel. Et l'automobile, c'était un des grands biens de consommation des 80 dernières années, qui est un secteur qui est à la peine aujourd'hui, de plus en plus, qui risque soit de mourir, soit qui doit trouver des alternatives. Et Renault est en train de se lancer dans la production de drones.
et de drones, notamment à visée militaire, pour profiter du mouvement de remilitarisation et de lancement dans ce genre d'activité. Et il est très vraisemblable que Renault et d'autres entreprises d'ailleurs vont faire des mutations comme ça, changer un petit peu de secteur technologique, tout en utilisant leur savoir-faire pour se lancer dans des productions qui seront utiles à l'effort de guerre. Assez clairement. Ce qui m'intéresse là, c'est pas tellement ce qui va se passer pendant la guerre, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce qui se passera ensuite, quand il s'agira, avec ces secteurs qui auront été changés, de revenir à un système civil. Mais à ce moment-là, vous pouvez imaginer que Renault, mettons, se lance, donc quitte de plus en plus le secteur des voitures, se met à fabriquer des drones FPV. Ces drones qui servent notamment beaucoup à la guerre en Ukraine, et vous en avez notamment un certain nombre qui sont des drones autonomes, c'est-à-dire qui tournent, qui sélectionnent eux-mêmes les cibles et qui agissent un petit peu comme des mines aériennes, quoi. La technologie que vous développez pour ça, qu'est-ce que vous en faites si vous repassez à un secteur civil? Eh ben, vous pouvez imaginer qu'à ce moment-là, vous aurez des très grosses boîtes qui auront travaillé dans l'armement, donc qui seront devenues importantes et qui auront été dynamiques et qui auront rassemblé les capitaux et des moyens de production pendant quelques années. Vous sortez de guerre, vous devez faire une transition civile. Ce qui paraîtrait assez logique dans ce cas-là, c'est que vous aurez la nécessité de transformer ça en activité civile. À quoi ça peut vous servir des drones qui peuvent tourner tout seuls et agir comme il faut? Ben, précisément à faire des livraisons. Donc le concept est déjà là, mais on a beaucoup de mal à faire la transition intellectuelle pour aller vers ça. Parce que forcément, on est dans l'ancien système, et l'ancien système, c'est des normes, c'est mais on peut pas faire voler des trucs partout sans arrêt, c'est dangereux, la sécurité aérienne, tout ça. L'intérêt justement de ces phases de guerre, je dis c'est pour ça que c'est révolutionnaire, c'est que toutes ces limites sautent, ça fait sauter ces sentiers de dépendance et ça permet d'ouvrir cet espace-là. Donc vous pouvez avoir comme ça une accélération dans le mode de transport, on aura peut-être les voitures volantes ou sur mode de taxi, ça existe déjà un peu, on sait qu'ils voulaient en faire voler pour les JO, on n'a pas pu pour des raisons là aussi de normes, etc. Mais ça serait pas étonnant que si Renault développe un savoir particulier dans la confection de drones de choses volantes, utilise aussi son savoir en matière automobile pour fabriquer ce genre de structure. Et à partir du moment où vous aurez un noyau, encore une fois, économique suffisamment puissant là-dessus, pour impulser le changement politique en matière de normes, etc., et ben ce changement, il se fera. Et donc, je pense qu'il y aura de grosses transitions là-dessus. En matière de transport, en matière de livraison, vous pouvez imaginer que justement, je vous disais, c'est la grande distribution qui était le pilier, on va dire, central un petit peu de l'ordre économique du système consuméro-immigrationniste. Bon, vous aurez sans doute un système qui, en plus, bon, sans doute connaîtra une diminution importante au plan de l'immigration. Hein. Ça, on voit que c'est un mouvement qui est déjà amorcé au plan intellectuel. En tout cas, il y a une mutation qui est en train de se faire très clairement à l'échelle européenne. Si on revient sur ce modèle consuméro-immigrationniste, qu'on revient un petit peu sur ce qui était l'économie avant ça, c'est-à-dire une économie de production, de transport de marchandises, etc., malgré tout, il y aura aussi une reconversion des secteurs habituels qui existaient chez nous. Donc par exemple, la grande distribution. Une grande distribution qui commencerait à se retrouver en difficulté justement parce qu'elle serait concurrencée par les livraisons comme avec le système d'Amazon par exemple par drone, ben, elle aurait tout intérêt à former des conglomérats avec Renault justement ou ce genre d'entreprise qui devrait faire cette transition civile pour dire bah écoutez on fera nos livraisons avec vous. Et donc je pense que on va voir arriver des groupes comme ça, une recomposition de l'économie nationale avec l'apparition de géants probablement naturellement qui feront ce que veut faire Amazon aussi, mais à un plan beaucoup plus local. Et je pense qu'il y aura tout un tas d'autres secteurs, alors j'ai du mal à imaginer d'autres exemples à ce stade, mais je pense que ça va exister, où le fait de devoir sortir de l'économie, vous avez des secteurs qui seront un petit peu tués par l'économie de guerre, et vous en aurez d'autres au contraire qui deviendront capables de trouver un nouveau modèle au plan civil, et c'est ça qui amorcera cette transition-là, et c'est ça aussi qui favorisera le changement au plan social, au plan politique, on va dire, dans la vision nationale, et ça jouera probablement un rôle aussi pour l'accélération de la gestion économique à l'échelle de l'Europe, puisque vous le savez, et même le rapport Draghi d'ailleurs en a parlé, on me parle depuis que je suis tout petit du marché commun européen, de l'importance de la libre circulation des biens et marchandises des capitaux, et une des choses qu'a fait remarquer Draghi, c'est que en fait c'est très peu fait. C'est-à-dire que si on compare le marché intérieur américain et le marché intérieur européen est clairement pas aussi fluide, clairement pas aussi décloisonné que l'est le marché intérieur américain. Donc on a énormément de travail à faire avec ça. Et comme par hasard, c'est typiquement le genre de chose qui se fait dans le cadre d'une révolution nationale. Si vous regardez la Révolution française, une des premières choses que ça a fait, c'est de supprimer la totalité des barrières d'octroi à l'échelle du territoire français. C'est-à-dire tout d'un coup, on s'est mis à pouvoir commercer. On avait déjà tenté un peu avant avec Turgot de libérer le commerce des grains, mais c'est véritablement la Révolution française qui l'a fait. Et donc, normalement,
ce que je veux vous dire, c'est que cette transition-là que j'imagine, qui va également nécessiter beaucoup de capitaux, mais également des marchés très importants, parce qu'une des choses qui a permis de faire en sorte de décoller Amazon, par exemple, aussi vite, c'est le fait que le marché américain en soi a été décloisonné et très important. Eh bien, la cohérence en soi astronomique de l'évolution de l'Union européenne, c'est justement aussi de décloisonner et de favoriser l'apparition de tout ça. Donc pourquoi tout ceci est important et nous parle notamment de la France, c'est parce que je pense, et j'espère ne pas faire d'excès de jéromisme dans cette perspective-là, dans mon enthousiasme pour la France, mais je pense que justement sur toutes les technologies qui seront au cœur de l'évolution et du nouveau capitalisme en fait qui va remplacer les anciennes structures centrales, en tout cas ça, la grande distribution ne disparaîtra probablement pas, non plus que le BTP, mais c'est des secteurs qui vont sans doute être en recul par rapport à ces nouveaux secteurs qui vont se déployer, qui vont vraiment devenir le centre, comme on le voit d'ailleurs déjà aux États-Unis, on l'a vu, la victoire de Donald Trump, c'est déjà un peu le même basculement mais qui se fait aux États-Unis. La raison pour laquelle tout d'un coup, au lendemain de l'élection de novembre, vous avez eu aussi vite Jeff Bezos et Mark Zuckerberg qui sont venus faire allégeance pratiquement à Donald Trump, contrairement à beaucoup d'autres entreprises. C'est parce que malgré tout, ça reste des nouvelles technologies dans l'ordre de demain. Alors que les pétroliers, comme ceux pour lesquels travaillait Dick Cheney, par exemple, qui a expliqué que Trump était un danger pour la République américaine, eux, c'est encore l'ordre ancien. Donc, il y a un intérêt de tous ces gens à suivre finalement Trump s'il permet d'accélérer cette transition-là. Bon, on aura le même genre de transition, je pense, en Europe et en France en particulier. On est bien placé là-dessus parce que justement, si l'Europe n'est pas à la traîne sur ces grandes technologies, que ce soit le nucléaire, que ce soit le spatial, que ce soit l'intelligence artificielle, et probablement les drones bientôt, c'est grâce à la France. Et donc, je pense qu'on sera au cœur de ça. Et que toute cette mutation qui va donc se faire à l'échelle européenne est de très bonne chance de profiter à la France, qui en plus devrait être redynamisée par le bouleversement institutionnel qu'elle va connaître et qu'elle a déjà commencé et qui est en train d'arriver. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Est-ce qu'on a des questions? Merci. Donc, on peut espérer une nouvelle Trente Glorieuses en France et en Europe. Est-ce que ce sera accompagné aussi d'un mouvement de refaire des enfants? Qui sera un peu bête, hein. Alors, ça, c'est une bonne question, mais c'est pas impossible qu'on ait effectivement un baby boom en sortie. En particulier, je pense que ça dépendra de la dureté de la guerre, parce que ce que je dis en général, c'est que ce qui entraîne aussi une baisse de la natalité, c'est le fait que c'est le sentiment que les choses sont extrêmement stables, voire presque congelé, c'est-à-dire que ça ne bouge pas. Et c'est l'impression qu'on peut avoir en particulier en France. C'est pas impossible qu'une partie de la raison pour laquelle il y a une accélération accrue de la natalité en France soit due au fait qu'on devrait déjà être en révolution nationale depuis 10 ans et que ça n'a pas eu lieu. Et que c'est figé et que donc l'impression de stabilité bloque la naissance. Il y a aussi un autre problème, vraisemblablement, j'ai vu qu'il y avait des études qui étaient sorties récemment là-dessus, qui sont que la diversification de la population, qui est une conséquence de l'immigration de masse, a également un effet très important à la baisse sur le taux de natalité, semble-t-il, notamment des populations autochtones. On sait qu'on l'avait déjà observé sur les écureuils, mais semble-t-il il y a des études qui le montrent aussi désormais sur certaines populations humaines. Donc à partir du moment où on va avoir à la fois un retour du sentiment d'instabilité internationale et du fait qu'il peut y avoir quelque chose en fait. Quelque part, le « y aura rien » est stérilisant, je tiens à le dire comme contre-argument en priorité, alors que le « y a quelque chose » est fécond. Déjà, il y a cet effet-là, et vu il y aura probablement aussi un recul sur la problématique migratoire en Europe en tout cas, je pense qu'au contraire, la migration va commencer en direction des espaces sous lesquels il n'y en a pas pour l'instant, c'est-à-dire en direction du Japon, de la Chine, etc. Je pense que ça partira dans ce sens-là, mais que l'Europe va se figer un peu. Je pense que ça peut avoir un effet temporaire en tout cas, de rebond sur la natalité européenne. Je pense pas que ça inversera complètement la tendance à long terme par contre, mais on peut avoir un baby boom qui, dans la courbe comme ça, fait une petite pique, ce qui serait toujours appréciable. Oui.
La question des débouchés économiques concernant qui engendrent la guerre remplace les anciennes entreprises qui étaient hégémoniques par une nouvelle comme Amazon, comme vous le disiez là très justement. C'est pour moi essentiel dans la compréhension des conflits, et notamment via la Russie, parce qu'on voit bien que en termes de superficie, la Russie n'aurait aucun intérêt à envahir un autre territoire, étant donné qu'elle a absolument toutes les matières premières dont elle a besoin pour se développer, mais on voit bien qu'elle a envie d'envahir l'Ukraine, en fait, c'est-à-dire un territoire qui, lui, pour le coup, est déjà industrialisé et sur lequel elle aurait tout intérêt, en fait, à prendre appui. Mais ma question, c'était plutôt concernant l'avenir de la France en termes de structure, d'entité, puisqu'on sait que notre pays, il a plusieurs avantages. Déjà, un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, l'arme nucléaire. Et s'il y a une restructuration de l'Union européenne, quelle serait la place de la France? Est-ce que elle se détacherait totalement de l'Union européenne pour redevenir une superpuissance, ou est-ce qu'au contraire, elle s'intégrerait du coup dans une fédération européenne, puisque c'est difficile étant donné que les cultures sont très différentes entre les unes des autres, ou alors est-ce que les États allemands feraient une confédération à eux, donc Allemagne, Autriche, peut-être Suisse, Luxembourg, je ne sais pas, et que la France serait totalement détachée de ça. Donc plutôt quel avenir de la France après cette révolution nationale, justement. Voilà. Alors ça, c'est la grande question. J'ai pas de réponse toute faite. J'ai plusieurs hypothèses, et ça dépendra encore une fois un peu de la façon dont la révolution européenne se passera, de la façon contingente dont la guerre se passera, et de ce que les États-Unis voudront, seront éventuellement contraints d'accepter ou seront capables de refuser en Europe. Parce que l'intérêt des États-Unis, ça serait de pas avoir de gros blocs européens en phase 2. D'ailleurs, on voit que Donald Trump l'a dit, que l'Union européenne avait été créée pour emmerder les États-Unis. Il y a un texte que j'ai lu l'autre jour qui donne la théorie, on va dire, la nouvelle doctrine du département d'État américain, qui est qui est l'Europe des nations, en fait, d'une certaine manière. Donc là aussi, qui est plutôt contraire à l'idée de fédération européenne. Donc du côté des États-Unis, il y a ce truc-là. Après, la question se posera au moment où ça se fera de la capacité américaine à empêcher cette émergence ou pas. Tout ce que je peux faire à ce stade, c'est donner plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est l'entité européenne qui peut émerger, et si elle peut émerger, je pense que la France cherchera à l'intégrer et à le faire. Parce que les différences culturelles internes ne sont pas si énormes que ça, surtout en comparaison avec l'extérieur, et ça compte énormément. C'est le problème je parle souvent de l'altérité qui fait prendre conscience de l'existence d'une culture nationale, et c'est déjà bien le cas en Europe. Il y a en plus le fait que, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il y avait entre 15 et 20% de la population française qui parlait français en 1789. Ça n'empêchait pas de faire triompher l'idée de nation, donc ça me paraît pas un obstacle. Et enfin, et encore, avec l'IA de plus en plus et la traduction, voilà, la communauté, on va dire, d'affect européenne peut en plus avoir des outils qui lui permettent de dépasser encore plus ces problèmes-là. Donc, je pense pas que ce soit ça un obstacle à la fédération. Le principal obstacle à la fédération, à ce moment-là, oui, je pense qu'alors la question que prendrait le statut de la France exactement dedans, est-ce qu'elle serait médiatrice de ses propres pouvoirs à l'échelle européenne en direction du Conseil de sécurité de l'ONU, ou est-ce qu'elle serait dépossédée au profit d'une nouvelle entité? Ça, c'est une question qui, selon moi, reste ouverte. De toute façon, je pense qu'il y aura une recomposition du Conseil de sécurité très clairement à la sortie de la guerre, et donc est-ce que les pays de la taille de la France le conserveront, ou est-ce que pour le conserver, la France devra accepter que ce soit à travers une entité plus importante? Ça, je peux pas savoir. Donc, en tout cas, c'est soit la fédération. Si c'est pas la fédération globale, je pense que qu'on aura plusieurs unions européennes. C'est-à-dire, ce que vous avez dit, une Europe allemande, probablement la Mitteleuropa. Je pense qu'il y aurait aussi une Europe latine, qui celle-ci se ferait autour de la France. On a commencé à aller dans ce sens-là. Et probablement une Europe slave autour de la Pologne. Quelque chose comme ça. Ça, c'est l'autre hypothèse. Le fait de revenir strictement aux nations, ça, j'y crois pas. En général, historionomiquement, il n'y a pas de retour en arrière. Il faudrait vraiment que ce soit les États-Unis qui veuillent ça, et à mon avis, 3 Europes, c'est un truc que les États-Unis pourraient accepter parce que il y aurait l'idée qu'ils peuvent toujours jouer un équilibre. Donc, si les Américains, je pense qu'en gros, si c'est la volonté américaine qui prévaut, on irait vers un scénario 3 Europes ou quelque chose comme ça. Si c'est l'Europe
peut évoluer toute seule de son côté, je pense qu'on aura une Europe unifiée. Question pour revenir sur le côté financier. On va dire qu'au niveau national, ça fait déjà depuis un peu après le Covid qu'on en parle. Oui. En France, on a l'impression que pour toutes les autres institutions, en fait, la possible faillite française, ça n'existe pas. C'est-à-dire que le FMI dit trop rien. Les agences de notation, c'est toujours non, mais ça va, c'est stable. Au niveau européen, pareil, on n'en parle quasiment pas. Du fait que la France puisse faire défaut. Et ce que je voulais savoir, c'est en gros, quelle est leur possibilité de faire tampon. C'est-à-dire qu'une agence de notation qui en fait, on est proche de la faillite, et puis pour la France, elle va dire non mais en fait c'est à moins tendance stable, alors que si c'était la Grèce, elle dirait bon, c'est moins, vendez tout. Donc quitte à se discréditer elle-même, puisque normalement une agence de notation est censée être objective, c'est un peu son but, enfin, on imagine en tout cas. Donc c'est des choses qui n'existaient pas avant, ce genre d'institutions internationales qui viennent juger les pays. Et je voulais savoir à quel point elles peuvent retarder, finalement tamponner en disant non, ça n'existe pas. C'est une bonne question. Le truc, c'est que je pense que pour ces institutions, dire la France est en faillite, c'est un peu appuyer sur le bouton pour faire sauter tout le système, y compris celui dans lequel elles évoluent, en fait. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Parce que la France qui saute, on a quoi, je crois, 60% de notre dette qui est détenue par l'étranger. Donc ça veut dire un défaut potentiel sur 2000 milliards d'euros. Ça pique quand même au niveau de l'économie mondiale. C'est le genre de truc qui se fait pas isolément, donc en général il y a des réactions en chaîne. Donc ça veut dire que derrière, si la France coule, vous avez une partie de l'Europe qui coule. Donc c'est vraiment, c'est le cataclysme, quoi. C'est la crise obligataire majuscule. Et je pense que personne ne veut prendre la responsabilité de ça. Et il y a peut-être aussi que personne n'imagine que ce soit possible. Parce que il y aurait un côté, je vais devoir le dire. Il y aurait un côté signe noir avec le fait parce qu'on est tellement habitué depuis des décennies à ce que la France, voilà, on se dit bon, c'est temporaire, ils vont trouver un moyen, au pire ils feront payer. On se rassure en plus, et ça c'est peut-être l'erreur qui justifie le plus leur erreur justement, qui est le fait de se dire mais il y a l'argent. Parce qu'en France, il y a l'argent pour payer les 3000 milliards, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que c'est pas l'argent de l'État, c'est l'argent des gens. Et je crois que il y a le fait de sous-estimer le fait que les gens sont pas forcément d'accord. Les gens peuvent être contraints à être d'accord quand c'est les Grecs. Les gens ne peuvent pas forcément être d'accord quand c'est les Français, quand c'est la première armée d'Europe, quand c'est une puissance nucléaire. C'est pas le même discours. Et donc, en fait, le risque révolutionnaire, tout simplement, je pense, en France, est écarté. C'est parce que si le FMI ou Standard & Poor's avaient conscience que faire payer les gens, c'est déclencher la révolution, parce que ça fera de toute façon, ils auraient changé la notation, mais je veux dire, quelque part, c'est faire une croix sur le système dans son entier. Donc, je suis même pas sûr que ce soit... Imaginer que la France tombe aujourd'hui, c'est déjà penser hors de la boîte. Et je suis pas sûr qu'on puisse demander à ces institutions de penser hors de la boîte. Le FMI peut rien faire. Le FMI, il vient sauver... parce qu'on parle de tutelle du FMI. On va finir sous tutelle du FMI. Bon, ça n'arrivera pas. Pourquoi ? Parce que la tutelle du FMI, quand vous êtes l'Égypte, et 5 milliards de dollars, ça vous sauve la mise, parce qu'avec ça, vous allez tenir un moment, vous trouvez d'autres prêteurs, etc. En France, si on se fait prêter 5 milliards de dollars, on tient de lundi à mardi, quoi. Ça, c'est fini. On peut pas aller plus loin. Historiquement, le seul pays comparable, et encore, pour lequel le FMI soit intervenu, c'est sans doute l'Angleterre en 1976, et le FMI avait dû, à l'époque, aller demander une rallonge à la République fédérale allemande et aux États-Unis, parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour soutenir le Royaume-Uni. Alors, faut imaginer aujourd'hui, déjà, on est beaucoup plus endetté que le Royaume-Uni à l'époque, donc les sommes sont considérables, et aller demander une rallonge à l'Allemagne et alors aux États-Unis, donc ça existe pas. Donc il y aura pas de tutelle du FMI. Éventuellement, il y aura un petit cri effrayé du FMI qui dira la France cool, mais je peux rien faire. Je peux le tenir, mais la corde casse tout de suite, quoi. Donc à partir de là, à partir du moment où vous pouvez rien faire, je pense que vous dites rien. Alors vous essayez de faire des euphémismes. Vous dites pour l'instant la situation n'est pas alarmante. Comme ça, les journalistes entendent que la situation n'est pas alarmante, mais on entend quand même le mot alarmant. Et quand vous commencez à devoir dire que quelque chose n'est pas alarmant, c'est voilà. Donc
je pense qu'ils vont finir de toute façon par changer d'avis. Quelqu'un va devoir finir par le dire, mais ça va être très doucement quand même. Ça va être après avoir attendu, et peut-être en fait une fois qu'il se sera passé quelque chose d'autre. Par exemple, Standard & Poor's dégradera peut-être notre note au mois de novembre après qu'on ait eu une autre dissolution en octobre, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ça, on verra comment ça se passe. Mais je pense que les choses, le truc, c'est que il s'était rien passé depuis la dernière notation. Donc, d'une certaine manière, je les comprends. La dernière notation, je crois que c'était en février. Entre février et mai, il s'est rien passé. Il y a eu le coussin Bayrou qui, voilà, il s'est rien passé du tout. Les retraites, on a mis ça au congélateur. Enfin, c'est très, là-dessus, beaucoup d'habileté. Mais donc, il n'y a pas de nouveau. Quand tu auras du nouveau sur le budget, donc à partir de l'automne, là, ça a plus de chances de bouger quand même. Merci Philippe pour cet exposé. Je salue d'ailleurs le plaidoyer pour la team caca. Et donc, en fait, la question que je me posais d'un point de vue historien ami, c'est est-ce qu'il n'y a pas un paramètre nouveau dans la situation actuelle, à savoir le vieillissement de la population? On a un petit peu parlé avec les retraites, mais si on fait des points de comparaison, on a quand même globalement à chaque fois des populations qui sont quand même très jeunes, une part des actifs qui est importante, et aujourd'hui, que ce soit en France ou en Europe, la part des personnes retraitées qui ont intérêt à ce qu'on change est extrêmement importante. Donc est-ce qu'on n'est pas finalement sur un scénario moyennisant, parce qu'il faudra contenter des gens qui ont un pouvoir électoral très important, qui seront déjà aujourd'hui très écoutés, et qui pourraient du coup moyenner plutôt à la baisse une hypothèse très optimiste telle que celle qui a été présentée. Je pense pas que le poids de l'âge fera quelque chose, parce que l'âge n'a d'importance que de point de vue électoral, qui est à la fois important et pas important. C'est-à-dire c'est important tant qu'on y accorde de l'importance. À partir du moment où il risque d'y avoir des choses qui vont s'agiter dans la rue, le côté électoral aura moins d'importance. À partir du moment où vous aurez des sentiments d'urgence qui se poseront sur les politiciens en place à propos de leur réélection, voire dans certains cas de leur vie, parce qu'ils ont déjà eu peur, hein, ils ont déjà eu très peur à l'époque des Gilets jaunes, c'est un peu une révolution congelée là aussi, c'est pas étonnant que ça arrive à ce moment-là, mais enfin, il y a eu un moment où j'ai eu des échos de ça, hein, j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils étaient à Baltar le jour, au début décembre, il y avait ambiance chute de régime, ils savaient plus où étaient les gens, les policiers circulaient partout, enfin c'était un truc, c'était du jamais vu quoi. Donc ça peut arriver, et je pense que la part de la population qui peut être encline à la violence n'est pas moins encline à la violence qu'à d'autres moments. C'est juste qu'elle représente une proportion moins importante du corps social dans son ensemble, mais les retraités en fait ne peuvent rien faire d'autre que voter. Parce que les retraités, si demain vous décidez de les taxer à mort, ils pourront voter contre vous dans 5 ans, certes, en attendant ils paieront, hein. Parce qu'ils ont pas le choix, de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire, se mettre en grève, enfin, donc ça là-dessus, si ça bloque pas, faut leur dire d'ailleurs, tu vas faire quoi, tu vas faire grève, ouais, on n'ira plus au restaurant. Non, mais pour rester sérieux, il y a un moment où le côté électoral donc perdra de son importance, d'autant plus que on le voit, l'idée que ça pouvait pas bouger, c'était aussi l'idée que grosso modo, l'électorat retraité restait un électorat macroniste et donc qui votait au centre. Donc pour ceux pour lesquels ça bouge pas. Or, on commence à percevoir qu'il y a un shift quand même de plus en plus important de cet électorat-là, l'électorat âgé, notamment vers le Rassemblement national et vers des solutions plus comme ça, parce que malgré tout, il y a la question de l'ordre qui se pose. Et quand vous avez la question de l'ordre qui commence à se poser, on le voit avec les pillages qui se multiplient, on le voit avec, encore une fois, ce que je dis, vous avez une activité de l'ultra-gauche qui s'accélère en France, dont on voit pas qu'elle s'accélère suffisamment parce qu'on compartimente activité d'ultra-gauche, activité de délinquance, de pillage et activité de narcotrafic, alors que en grande partie, il y a une porosité entre ces actions-là, c'est-à-dire que chez moi à Toulouse, vous avez un groupe de militants antifa qui a été arrêté pour trafic de stupes. Et c'était des gens qui postaient des vidéos dans lesquelles ils agressaient physiquement des militants identitaires. Donc vous avez les deux, quoi. Vous avez des choses qui s'approchent. Dans ce qu'on a vu dernièrement sur les attaques de centres pénitentiaires ou de personnel pénitentiaire, on a aussi eu du mal à identifier si c'était des narcotrafiquants ou ultra-gauche, parce qu'on s'apercevait que c'était dans l'intérêt des deux et que c'était des méthodes qui pouvaient correspondre aux deux. Mais parce que c'est peut-être les deux, tout simplement. C'est-à-dire qu'il se passe ce qui s'est passé dans les années 60-70 en Amérique latine, où vous aviez eu un rapprochement très rapide entre les narcotrafiquants et les rébellions marxistes. Il est en train de se passer la même chose chez nous. Et donc, dans l'interprétation de la violence politique en France, je pense qu'on fait beaucoup d'erreurs parce qu'on segmente. À tel point que, dans les statistiques, quand on fait des statistiques entre la violence d'extrême gauche et extrême droite, vous aviez peut-être vu passer ces graphiques. Vous voyez que la violence, l'attentat d'extrême gauche, il y en avait très peu,
attentat extrême droite, vous en aviez un peu plus, donc ça permettait à l'extrême gauche de dire regardez, l'extrême droite est beaucoup plus violente, et ensuite vous aviez attentat islamiste. Voilà, donc qui était carrément énorme. Sauf qu'en réalité, c'est toujours pareil, le clivage politique, la classe d'exclus, c'est la classe immigrée, essentiellement arabo-musulmane, et dont les islamistes sont la frange violente. C'est l'action directe de cette population-là. Donc ça veut dire qu'en fait tout ça c'est de la violence d'ultra-gauche. Donc il y a beaucoup de violence d'ultra-gauche aujourd'hui en France. Les pillages en font partie aussi. On a vu des gens qui sont rentrés carrément dans des immeubles dans le 6e arrondissement. On a vu des vidéos dernièrement. Donc vous avez des gens qui profitent de ces moments d'émeute pour aussi faire comment on appelait ça déjà, je sais plus, c'était de la réquisition prolétarienne, je sais plus comment il disait, c'était le terme qu'employait Staline à l'époque où il se faisait appeler Koba quand il faisait braquage de banque, parce qu'il faut se souvenir que Staline a commencé comme braqueur de banque, avec l'idée que c'était pour récupérer l'argent du grand capital. Bon, voilà, c'est toujours mieux quand vous pouvez mettre un vernis idéologique là-dessus, mais c'est clairement ce qui se passe beaucoup. Et ça, l'effet de cette violence-là, c'est que ça a tendance à privilégier le vote sécuritaire chez le retraité sur le vote, parce que si je peux pas sortir au restaurant, ma retraite elle me sert à quoi? Je caricature, mais c'est un petit peu l'idée. C'est-à-dire si je risque de me faire assassiner parce que j'ai dit à des gens de baisser la musique, est-ce que baisser ma retraite de 10%, c'est pas admissible finalement pour pas avoir ça. Et donc je pense que ça explique en fait, en le caricaturant, mais ça explique ce glissement. Et donc je pense qu'il y a un moment où ce raisonnement sur la vieillesse de la population deviendra caduque, parce qu'électoralement, il n'aura plus de traduction, et s'il n'a pas de traduction électorale, il n'y a pas de traduction du tout.